Nous avons vu comment la respiration interagit avec le système nerveux autonome, amenant le cerveau à modifier, à réajuster sa réponse au stress. Voyons les autres effets de la respiration au niveau cognitif et comment elle impacte également le deuxième cerveau. Si la respiration est tellement mise à contribution dans les pratiques psychocorporelles, c'est tout bonnement parce que ça marche. En effet, de nombreuses études ont montré par neuroimagerie que les exercices respiratoires réguliers déclenchent des mécanismes de neuroplasticité dans le cerveau, générant des effets durables. Ces études ont également montré que quelques minutes de respiration consciente suffisent à modifier l'activité de certaines aires cérébrales. Ainsi, l'activité de l'insula, qui est un petit peu notre cerveau émotionnel, aura tendance à diminuer, à se réguler, alors que l'activité du cortex préfrontal, qui est plus liée à la logique, au raisonnement, au fait de rationaliser, aura tendance à s'activer et à reprendre le dessus. Ce qui explique une fois encore comment la respiration va pouvoir apporter un état d'apaisement en cas de stress ou d'anxiété. L'organe à qui la respiration va le plus profiter est notre cerveau, car c'est lui, l'organe le plus gourmand d'oxygène puisqu'il consomme à lui seul 30% de l'oxygène que nous respirons. Et ainsi, avec une bonne respiration, le cerveau bénéficie d'une meilleure oxygénation, ce qui favorise, et vous l'expérimenterez sûrement, une plus grande clarté au niveau du mental, une plus grande facilité à se concentrer, à faire appel à sa mémoire, etc. Sans compter l'effet d'apaisement. Lorsqu'on pratique une bonne respiration, très vite, le moulin du mental s'apaise, le flux des pensées ralentit, car en dirigeant notre attention ne serait-ce que pendant quelques instants sur nos respirations, il s'opère une défocalisation, notre cerveau ne pouvant pas faire deux choses en même temps, il ne peut pas continuer à alimenter des ruminations et, en même temps, se concentrer sur sa respiration. Car ce qui se passe quand on maintient son attention quelques instants sur sa respiration, c'est qu'on ramène ainsi son attention au corps, et en ramenant son attention au corps, on ramène son attention au moment présent. Car le corps est toujours ancré dans le moment présent, le corps ne peut pas être à hier ou à demain. Et puisqu'on parle de cerveau, parlons également de deuxième cerveau, celui qui se situe au niveau de notre ventre. On parle alors de système nerveux entérique, constitué d'environ 200 millions de neurones, qu'on appelle d'ailleurs deuxième cerveau, mais c'est peut-être lui, le premier cerveau. À noter que nos deux cerveaux sont reliés par une autoroute, entre guillemets, qu'on appelle le nerf vague, qui est le nerf principal du système parasympathique, et qui assure un petit peu la fonction de ligne téléphonique entre ces deux cerveaux, à travers laquelle circule toute une série d'informations entre notre système digestif et notre cerveau, via ces petits messagers chimiques que sont les neurotransmetteurs. Et en exerçant un massage des organes, de par les mouvements du diaphragme, la respiration stimule le système digestif, et quand on sait que c'est ce deuxième cerveau qui produit 95% de la sérotonine, cette hormone communément appelée l'hormone du bien-être, eh bien on comprend l'impact que peut avoir la respiration, pas seulement sur notre activité de digestion, mais également sur notre morale, sur notre humeur. Autrement dit, à partir de cette connexion entre nos deux cerveaux, à partir du nerf vague, lorsque je respire bien, je digère bien, j'optimise la production de la sérotonine, et comme tout communique,
j'optimise mon état psychique, mon humeur. Mais inversement, si je broie du noir, cela va impacter sur ma digestion, mais également sur la production de sérotonine. Ce qui peut expliquer qu'un ventre mal en point peut être à l'origine de notre mauvaise humeur, par exemple, et que bien respirer, s'occuper de ses intestins, a des répercussions positives sur son moral.